pour nier. Alors, dernière question, parce que vous avez parlé quand même, vous avez cité l'OMS, Oui. qui est quand même un organisme qu'on connaît peu, sauf sous l'angle des vaccinations. Oui. Réussi. Voilà. Et coûteuse. Très coûteuse. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sous l'angle De radioprotection. Oui. Oui. Alors, l'OMS, comme je le disais, est un organisme. Ah non, je ne l'ai pas dit. Il a été fondé donc en 1900. L'OMS, c'est 1948, si je ne dis pas de bêtises, avant l'Agence pour l'énergie atomique. À peu près au même moment que la CIPR. D'ailleurs, c'est des organismes liés. Hein. Ils ont des accords entre eux. La CIPR et l'OMS collaborent, la CIPR fournissant des informations à l'OMS. Il faut quand même, avant de parler de l'OMS, il faut parler d'une date très importante qui est à la racine du système d'information sur les séquelles de la radioactivité pour la santé. C'est la création en 1955 de ce qu'on appelle l'UNSCAR, ça veut dire United Nations Scientific Committee on the Effect of Atomic Radiation. Cet organisme, donc, qui a été fondé en 1955, a pour mission de recevoir l'information scientifique venant du monde entier sur les effets des radiations sur la santé. En fait, quand on dit ça, on dit quelque chose qui est vrai et faux à la fois. Parce que théoriquement, ils ne reçoivent l'information que des États. Parce que dans le cadre de l'ONU, une agence de l'ONU ne peut recevoir une information, entre guillemets, pertinente ou, disons, statutairement réglementaire, légale, que des États. Donc les séquelles des radiations atomiques, normalement, l'UNSCAR ne doit les examiner qu'après le filtre des États. Vous imaginez donc bien, du lobby. ou même des militaires, quand il s'agit des essais atomiques. Les lobbyistes, au sens là. Bien sûr. Mais normalement, quand on regarde un petit peu mieux dans le détail leur mission, ils devraient lire toute la littérature scientifique pour voir qu'est-ce que les scientifiques, les épidémiologistes, les médecins, les radiobiologistes, tout ont produit sur la question. Donc l'UNSCAR est fondé en 1955, 2 ans après le fameux discours, enfin 2 ans, 1 an, parce qu'il était à la fin de l'année 1953, Atoms for Peace d'Eisenhower devant l'ONU, qui a lancé le programme nucléaire mondial. À la suite de quoi on a créé l'Agence pour l'énergie atomique, en 1956, donc après l'UNSCAR. Et l'OMS, jusque-là, n'avait pratiquement rien fait. Ils avaient juste reçu un rapport. Non, ils n'avaient rien fait, effectivement, puisque l'un des premiers rapports importants qui a été publié par l'OMS, mais sans numéroter, et qui n'est plus dans sa bibliographie, c'est un groupe de généticiens, dont un prix Nobel, et de très grands généticiens français, anglais, etc., qui avaient demandé à l'OMS de publier un rapport qu'ils avaient élaboré, qui soulignait les dangers de se lancer dans le développement de l'industrie atomique. C'était en 1956 qu'ils l'ont conçu, il a été publié en 1957 par l'OMS. L'OMS, en revanche, a publié en 1958 le rapport sur les problèmes de santé mentale. Ça donnait déjà une assez bonne idée. Quant à l'UNSCAR, son premier rapport de 1958, donc la même année que le rapport sur la santé mentale, c'est un rapport qui, en gros, prenait le contre-pied du rapport déposé à l'OMS par les généticiens. Et dans la liste des scientifiques, une liste alors que le nombre de généticiens qui avaient participé au rapport de l'OMS était une sélection des meilleurs, hein, donc il y a des gens qui avaient vraiment travaillé la question, là on a une liste impressionnante et quand on regarde dedans, les généticiens sont une infime minorité. En revanche, les gens du lobby de la radioprotection et de l'industrie atomique sont très nombreux. Hein. Donc on voit bien que l'UNSCAR joue un rôle qui n'est pas du tout de donner l'information réelle sur les dangers des radiations ou les effets, mais de la filtrer pour la fournir ensuite, parce que c'est comme ça que c'est organisé, en gros statutairement, à la CIPR. Donc la CIPR reçoit de l'UNSCAR l'information filtrée, qui est en gros filtrée par le lobby. Ça pourrait être un système, indépendant, mais pas du tout. Parce que quand vous suivez les carrières de ces différents personnages, ils passent de l'UNSCAR à la CIPR, et puis ensuite ils vont à l'AIEA, et ainsi de suite. Donc en fait, c'est la même population qui concocte l'information. Il n'y a pas de regard indépendant, c'est le conflit d'intérêts permanent. Et d'ailleurs, votre carrière est d'autant plus belle que vous voûterez plus dans le conflit d'intérêts. Donc ces gens-là se vautrent sans vergogne, comme on voyait avec Natalia Chandala, hein, comme on parlait au début. Mais il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a aucun contre-pouvoir. Bon. Alors, la CIPR fait ses recommandations et l'OMS les reçoit et les analyse. Ouais, donc.
l'OMS, l'Agence pour l'énergie atomique aussi, hein, l'AIEA, et les diverses agences internationales, le PNUE, le PNUD, etc., la FAO, reçoivent ça et en déduisent donc une réglementation internationale, après avoir analysé les recommandations de la CIPR. Et cette réglementation internationale est fournie aux États qui, à partir de cette information-là, édictent la législation de radioprotection nationale. Donc on voit l'influence quand même, l'importance. L'influence alors les États peuvent n'en faire qu'à leur tête. Ouais. Par exemple en France, dans les mines d'uranium qu'on exploitait autrefois, c'était des mines souterraines, on avait multiplié par 10 la recommandation internationale de protection radiologique pour les mineurs, parce que dans une mine souterraine, si vous ventilez pour arriver à un taux de radon qui respecte la norme, qui n'est pas du tout une norme scientifique, hein, c'est une norme, une sorte de garde-fou. Hein. Bon, il y aura quand même des mineurs qui seront malades et qui auront des cancers du poumon, mais bon, si vous respectez ça, vous ventilez tellement fort que ça devient insupportable, vous ne pouvez plus travailler. Hein, vous êtes dans un courant d'air permanent, mais très fort. Bon. Donc on ventilait, et comme on ventilait pas trop, pour que les gens supportent la ventilation, il avait fallu changer la norme. Donc en France, on avait multiplié par 10. Bon, maintenant, il n'y a plus de mineurs d'uranium en France, donc le problème ne se pose plus. Mais il se pose ailleurs, là où on exploite l'uranium, par exemple en Afrique, c'est pas des mines souterraines, mais là, c'est un problème d'eau. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, les mineurs boivent l'eau de la mine. Bon. Ah oui. Ça ne va pas être joli. Quand même. Non, ce sont des conditions qui sont pas du tout correctes. Bon. Et donc, quand on regarde ça, on comprend que l'OMS soit dans une situation de dépendance pour l'information, déjà, premier point. Mais ça va plus loin. En 1959, les stratèges de tout ce petit monde-là se sont rendus compte qu'il serait bon d'avoir un accord de coopération entre l'OMS et l'Agence pour l'énergie atomique. Alors il y a des raisons budgétaires à cela, c'est que les uns comme les autres vont être amenés à faire des rapports, des études, etc., et qui peuvent faire doublon. Bon. Par ailleurs, je pense que l'expérience du rapport des généticiens de 1957, qui avait dû être contrecarré par le rapport de l'UNSCAR pour rester dans les clous du programme Atoms for Peace, en gros, hein, de la dissémination mondiale de l'énergie atomique, cette expérience-là montrait qu'il fallait éviter qu'on sombre dans l'incohérence et la confusion. Donc c'était bien que les deux organismes les plus puissants concernant l'un la santé et l'autre l'énergie atomique se mettent d'accord pour traiter de concert les problèmes. Donc c'est un accord entre agences, comme il y en a beaucoup à l'ONU, mais là il y a des clauses supplémentaires. Parmi ces clauses supplémentaires, il y a le fait que l'OMS ne publie qu'avec l'accord de l'Agence pour l'énergie atomique. Premier point. C'est quand même pas rien, ça. Enfin, non. Alors comme l'énergie atomique, l'Agence pour l'énergie atomique dépend du Conseil de sécurité, elle est sous l'autorité du Conseil de sécurité, elle a un poids politique qui est incommensurablement plus grand que celui de l'OMS qui dépend que du Conseil économique et social, c'est-à-dire un truc qui est vraiment marginal sur le plan politique. Hein. C'est un peu comme l'UNESCO, bon, en quelque sorte. Donc l'OMS, sur le plan hiérarchique, est dévalorisé. Et par ailleurs, concernant les moyens, n'en parlons pas. Pour ce qui concerne les questions de radiation, l'AIEA a des moyens qui sont colossaux, alors que l'OMS n'a quasiment rien. Et le résultat de cet accord, c'est que l'OMS en a eu encore moins après, parce qu'il n'y avait pas intérêt à en développer. L'AIEA faisait le travail, l'OMS n'avait qu'à recopier les rapports. On va voir une application à Fukushima tout de suite après, parce que ça y est, c'est parti. Et ça, il faut le dire. C'est parti, et ça montre qu'ils appliquent leur stratégie avec toujours la même efficacité et la même méthode. Donc ça a été le premier point qui a affaibli l'OMS considérablement sur ces problèmes-là. Et il n'y a plus d'études sérieuses, par exemple, de génétique à l'OMS. Quand vous regardez les rapports de l'OMS, les génétiques liées aux radiations, pratiquement plus rien. Il n'y a rien sur Windscale, l'accident de Windscale de 1957 à l'OMS. Il n'y a rien sur l'accident de Kishtim, c'est un peu normal. Three Mile Island, il n'y a rien. Même à l'UNSCAR, il n'y a presque rien. J'ai regardé ce matin, il y a 6 références. Vraiment, presque rien. Donc ces gens-là filtrent vraiment, efficacement. Et après Tchernobyl, il y a eu une confusion énorme qui est passée un peu inaperçue, mais pas dans le milieu en question. C'est que les Russes, se basant sur les recommandations de la CIPR et les modèles de prévision de la CIPR, ont annoncé à la première conférence de Vienne en août 1986 40 000 morts à cause de Tchernobyl. C'était évidemment très sous-estimé, mais c'est ce que disaient les prévisions, le modèle de prévision de la CIPR.
Quand ils ont annoncé ça, d'après leurs mesures, qui étaient faites effectivement, comme je vous l'ai dit, les cartes étaient établies dès la fin mai et début juin 86, les Occidentaux et les gens de l'OMS et de l'AIEA sont montés au créneau en disant non, c'est pas possible, votre chiffre est faux, c'est 4000. Ça c'est en 86, en août 86. Donc Valéry Legasov, le chef de la délégation soviétique, qui était le responsable de la sûreté nucléaire de l'URSS, donc un personnage considérable, était assez abasourdi, et la délégation soviétique est repartie à Moscou. Et le mois suivant, quand ils sont revenus à la deuxième conférence de l'Agence pour l'énergie atomique sur Tchernobyl à Vienne, donc en septembre 86, ils ont dit « Ah oui, vous avez raison, c'est 4000, on s'était trompé d'un facteur 10 dans les retombées ». Legasov s'est suicidé 2 ans plus tard, le jour même, enfin la nuit, 2 ans jour pour jour, la nuit de l'accident. C'est-à-dire à 1h26 du matin, il s'est tiré une balle dans la tête. Il ne supportait plus d'avoir joué ce rôle, c'est clair. Bon. À ce moment-là, on a frôlé le clash. C'est-à-dire que si jamais l'opinion mondiale avait vraiment... Nous, on avait pris la mesure de ça, parce qu'on suivait les choses. Mais les journalistes n'ont absolument pas compris ce qui se jouait là. Ou n'ont pas voulu comprendre. Non, à mon avis, ils n'ont pas compris. Ah bon? Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas compris. Donc, comme ils n'ont pas compris, heureusement pour le lobby atomique, ouf, le vent du boulet était passé. Mais ils se sont dit, il ne faut pas que ça se reproduise. Alors, dès ce moment-là, c'est-à-dire que c'est au moment même de la seconde conférence, celle de septembre, pardon, l'Agence pour l'énergie atomique avait préparé 2 conventions. Des conventions, une qui est de déclaration, parce que les Russes avaient déclaré beaucoup trop tard l'accident de Tchernobyl. Ils avaient tardé, je crois, 5 jours. Il a fallu que les Suédois disent « Ouh là là, il s'est passé quelque chose de grave ». Et les Russes ne pouvaient plus dire que c'était pas chez eux. Ils ont dû reconnaître que c'était arrivé à Tchernobyl. Et ensuite, la convention d'assistance. Alors, la convention d'assistance, c'est une convention qui, en gros, et même pas en gros, dans le détail, donne tout le pouvoir de gestion de la crise radiologique à l'Agence pour l'énergie atomique. Tout. C'est elle qui est chargée de coordonner les efforts des États pour contrer la crise. Le mot santé n'apparaît pas dans la convention. Le mot santé. Donc l'OMS en est totalement écarté. Donc l'OMS a perdu tout pouvoir d'intervention statutaire lors d'une crise radiologique. Et ça, c'est 1 mois après la convention. Enfin, 1 mois. 3 mois après Tchernobyl, 1 mois après le clash de la conférence de Vienne. Donc ils ont serré tous les boulons à ce moment-là. Et c'est l'AIEA qui a eu le pouvoir de le faire. L'OMS n'a rien dit. Il n'y a eu aucune protestation. Les conventions ont été votées comme un seul homme par l'Assemblée générale de l'ONU. Donc nous vivons sous ce régime. C'est un régime qui est nouveau, au sens où les précédentes crises, Three Mile Island, Windscale la première, Three Mile Island, je ne parle pas des essais nucléaires qui ont provoqué des contaminations terribles, mais qui ont été alors là complètement occultés. Il faut voir que l'ensemble des essais nucléaires, c'est 10 000 fois Hiroshima en retombée. Donc c'est colossal. Et ça dans des endroits où il y a moins de population. Pas forcément, parce que vous avez une dissémination, et il n'y a plus de point zéro sur Terre de population qui ne soit pas contaminée. Toutes les populations mondiales ont subi, soit par leurs parents, et donc c'est un problème génétique, soit directement des retombées radioactives. De toute façon. Alors, plus ou moins. Oui. Et on a des champignons en France qui contiennent du césium des essais nucléaires, qui l'ont toujours. Donc c'est une contamination globale de l'environnement. Ça a été très très peu traité, sauf quand c'était grave et qu'il y avait des procès comme aux États-Unis. Et depuis, alors Tchernobyl, l'AIEA est arrivée après, mais à Fukushima, c'est l'AIEA qui a eu le pouvoir, tout de suite. Bon. Alors on peut s'étonner que l'OMS est sorti, il y a même pas 1 mois, 3 semaines, un rapport sur la dosimétrie de Fukushima. Moi ça m'a surpris. Parce que je ne m'attendais pas à ce que l'OMS fasse des déclarations comme il en a fait juste après, en disant attention, le pire qui peut s'arriver, c'est que les gens aient peur. Ça a été fait 3 semaines après. L'OMS a dit attention à la radiophobie. Parce que votre association a manifesté devant l'OMS aussi. Alors, pas nous. Si nous, parce que nous sommes partie prenante. Mais ça, ça date de... C'est une manifestation permanente qui dure depuis 5 ans à Genève. On pourra en parler si vous voulez. C'est pour dénoncer l'accord de 59. Malheureusement, l'information sur la Convention n'est pas bien passée. Et les militants se sont mobilisés pour dénoncer l'accord de 59 qui est caduc, puisque cet accord-là ne porte pas sur l'essentiel, c'est-à-dire les crises radiologiques. Enfin, plutôt, la Convention l'annule pour les crises radiologiques.
Donc l'OMS n'a même plus à faire d'informations pour les crises radiologiques. Pourquoi en fait-elle à Fukushima? Pourquoi? Oui. C'est très simple. Parce que au Japon, l'Agence pour l'énergie atomique a très mauvaise presse. On peut le comprendre. Hein. Bon. Puisque c'est en gros dans le cadre du programme Atos for Peace qu'on a développé le nucléaire au Japon, avec l'Agence pour l'énergie atomique qui poussait à la roue. Bon. Donc les gens ont une dent contre cette agence. Alors il faut à ce moment-là changer un petit peu le décor pour ce qui concerne l'information et la préparation de l'opinion à accepter le déni des conséquences de Fukushima, comme ça a été fait à Tchernobyl. Il y a un déni total, hein. Il y a toujours que 40 morts et 4000 cancers. Enfin, ah oui, ça n'a pas changé. Le rapport du Forum Tchernobyl de 2006, enfin réalisé en 2005, publié en 2006, répète le chiffre en question. Le rapport de l'UNSCAR de 2008 répète les mêmes chiffres. Donc, si vous voulez, là, on a un système scientifique qui est assez bizarre, c'est que la prévision prime sur la réalité. Hein? On a prévu en 86 4000 morts, on comptait déjà 30 morts par irradiation massive, c'était les pompiers en gros. Quoi. Il y en a eu 20 de plus parce qu'il y a un certain nombre de liquidateurs qui avaient travaillé eux aussi dans cette zone-là qui sont morts assez vite. Donc on est à 50. Les pilotes d'hélicoptères, les 28 pompiers, et puis je ne sais plus qui encore. Bon. Et puis pour les cancers, on n'admet toujours que 4000 cancers mortels. Comme on a déjà 4000 cancers de la thyroïde reconnus, il y en a sans doute plus, enfin il y en a 4000 reconnus, ça fait qu'il y a une confusion entre les 4000 cancers de la thyroïde et les 4000 cancers mortels. Mais le chiffre de 4000 est conservé. Et qu'il y ait déjà à peu près 200 000 liquidateurs qui soient morts assez rapidement, qu'on voit très bien dans les films, on les voit, il y a des témoignages irrécusables et des choses pareilles. Bon. Quand le gouvernement biélorusse publie le fait que sa population a baissé de 1 million d'habitants presque en 15 ans, c'est un fait. Ça veut dire que la mortalité est beaucoup plus précoce et la natalité est en baisse. Bon. Ces choses-là... Et à Fukushima, aujourd'hui, on en est à combien de décès dus? Alors, on ne le sait pas. On ne le sait pas parce qu'on ne peut pas le savoir. Vous avez un effet précoce qui est sur les fœtus et la conception des enfants. Vous avez naturellement 5% de garçons qui naissent de plus que de filles. La raison est liée aux radiations naturelles. Les garçons ont un grand chromosome X et un tout petit chromosome Y. Et les filles, elles ont 2 chromosomes X. Donc la probabilité qu'une radiation aille taper dans 2 grands chromosomes X est plus grande qu'une radiation aille taper dans un grand chromosome X et un petit chromosome Y. Et ça se passe au tout début de la division cellulaire. Si à ce moment-là, le génome est endommagé, c'est la mort de... Et la femme ne s'en rend même pas compte, hein, puisque c'est un embryon qui est de quelques cellules qui est zigouillé. Bon. Et ça se traduit par 5%. Alors, il y a une compensation progressive par les pseudo-hormones qu'on relève dans l'environnement et qui font que le taux de filles a tendance à augmenter, puisqu'il y a une féminisation même des hommes. D'où les problèmes de concentration de sperme qui fait que, de spermatozoïdes, qui fait qu'il y a des hommes stériles, alors qu'ils ne devraient pas l'être, il y en a de plus en plus. Bon. Alors on croit combattre ça par des méthodes entre guillemets de procréation assistée, mais on ferait mieux de penser à moins polluer l'environnement, ça serait sans doute plus efficace, mais moins juteux pour certains probablement dans les deux camps d'ailleurs, dans le camp de la médecine comme dans le camp de la chimie. Alors pour les radiations, quand vous avez donc un nuage radioactif qui passe, ou une contamination de l'environnement, si une femme à ce moment-là est en train de concevoir un enfant, la probabilité que naisse une fille baisse. Et il faut considérer que le déficit de filles, ce sont des morts, parce qu'elles auraient dû naître. Et c'est pas comptabilisé. Parce qu'il naît un garçon à la place. Non, ah non, parce que à la conception, le sexe est déterminé. Ouais. Bon. Et s'il y a deux grands chromosomes X, la probabilité que l'embryon ne survive pas au passage d'une radiation ionisante, enfin d'une ionisation, elle est plus grande que si c'est un Mais à ce moment-là, il faudrait comptabiliser les avortements aussi. Bien entendu, ils ne sont pas comptabilisés non plus, l'avortement spontané non plus. Oui, mais je veux dire en France, par exemple. De toute façon, on ne les comptabilise pas comme morts. Les oui. avortements, en dehors de tout. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. On peut vraiment les comptabiliser comme morts suite à l'irradiation? Ah ben là, quand il n'y a pas eu de... quand l'avortement n'a pas... C'est vrai que on peut comptabiliser les avortements spontanés par rapport, et les discriminer par rapport aux avortements déclenchés, si vous voulez. Après Tchernobyl, on a déclenché volontairement plein d'avortements. On a même presque obligé les femmes à avorter. Ce qui, évidemment, est bénéfique pour la statistique des malformations.
Ça a Hein. fait baisser, ouais. Mais c'est pour éviter les malformations, bien entendu. Il n'empêche que la tendance à l'augmentation des malformations dans les territoires contaminés, c'est un doublement en 20 ans. Et ça croît tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémission, ça augmente. Hein. On a donc bien une situation qui est très grave, qui n'est pas considérée. Parce que là, c'est toujours la même méthode. On vous dit, vous ne pouvez pas prouver que cette malformation est liée aux radiations. C'est vrai. Parce que les malformations radio-induites spécifiques, il n'y en a pratiquement pas. D'ailleurs, les radiations naturelles causent des malformations. Alors, de toute façon, à partir de là... Et donc, à Fukushima, je reviens à mon chiffre. Oui. Aujourd'hui, quel chiffre on donne? On ne donne pas de chiffres, on dit que 0. Sauf peut-être, il y a eu, je crois, 2 leucémies aiguës, mais je ne sais même pas si elles sont comptées comme étant Enfin, liées ça, à c'est pas Fukushima. sérieux, ça sont des chiffres officiels, mais est-ce qu'il y a des chiffres un peu plus sérieux Non, parce que pour l'instant, la collecte des données, si vous voulez, n'est pas aboutie. Hein. On a un schéma disons, les interventions des différents acteurs, que ce soit les associations, les médecins et tout, actuellement, c'est dans une confusion considérable. Parce que vous avez la pression du lobby pour tout nier, pour dire que les gens peuvent rester, qu'il n'y a aucun problème. Hein, vous avez des chiffres hallucinants qui sont considérés comme tolérables et qui sont par des autorités, hein, qui sont conseillés par les autorités. Bon. Et vous avez par ailleurs ce rapport de l'OMS entièrement rédigé par des gens qui ont fait les rapports sur Tchernobyl. C'est les mêmes. Hein. Donc on a l'héritage de Tchernobyl, le savoir-faire, disons, de la propagande de Tchernobyl, qui est appliqué avec 3 ans d'avance à Fukushima. Parce qu'à Tchernobyl, on ne l'a conçu que 3 ans après, quand visiblement il y avait des choses très graves qui se passaient et qu'il fallait arriver à nier. Donc il fallait inventer un discours pour que ça ne soit pas relié officiellement, bien entendu, hein, à l'accident. Et tout cela a quelque chose de complètement schizophrénique.